Il y en aurait un à l'Opéra. Il y en aurait plusieurs dans l'ancien Forum de Montréal. On dit même que celui d'Elvis habite toujours à Graceland. Les fantômes, ils envahissent même les légendes urbaines. Et on a beau prétendre qu'ils n'existent pas, par un soir de pleine lune, quand le rideau s'agite, même si toutes les fenêtres sont fermées, on a du mal à demeurer sceptique. Notre première légende serait inspirée du Nouveau Testament, où l'on retrouve le passage suivant. Un conducteur de charrette éthiopien fait monter l'apôtre Philippe, qui le baptise avant de disparaître mystérieusement. Dans la version actualisée, la charrette a été remplacée par une moto, mais on retrouve encore un mystérieux personnage qui disparaît sans dire un mot. C'était en automne. Il faisait froid et le vent soufflait. Un jeune homme se rendait chez lui par une route de campagne presque déserte. Pourtant, il prenait jamais ce chemin-là, car il avait la réputation d'être dangereux. Plus il avançait, plus il se demandait pourquoi il avait décidé de passer par là. Normalement, il aurait rebroussé chemin, mais là, quelque chose le poussait à continuer. Tout à coup, il ressent un grand frisson. Ça le force à ralentir. C'est là qu'il aperçoit quelqu'un sur le bord de la route. Il décide de s'immobiliser pour voir de qui il s'agit. Ça va? C'est une jeune femme qui marche toute seule, semblant perdue et mal en point. Il se demande bien ce qu'elle fait là. Elle pointe vers le bout de la route. Elle cherche probablement de l'aide pour retourner chez elle. Elle le regarde intensément, incapable de parler, sûrement parce qu'elle a froid. Il lui passe sa veste et elle monte sur la moto. Il quitte dans la direction indiquée par la fille. Arrivée devant chez elle, la jeune fille débarque la moto, regarde le garçon dans les yeux sans rien dire et marche vers la maison. Quand le gars se retourne pour la saluer, il la voit plus. Elle devait être rentrée rapidement pour se réchauffer. C'est à ce moment qu'il réalise qu'elle a oublié de lui redonner sa veste. Il fait quelques pas vers la porte et il remarque qu'elle l'observe par la fenêtre. Elle l'attendait sûrement pour lui remettre son manteau. Pourtant, c'est pas elle qui lui ouvre la porte. C'est une vieille dame. Le gars est un peu étonné, mais il se dit que c'est sans doute sa grand-mère. Bonjour, je viens tout juste de raccompagner votre petite fille et elle a oublié de me redonner ma veste. Monsieur, il n'y a pas de petite fille ici. La femme lui répond qu'elle n'a pas de petite fille. Alors il se met à lui décrire la jeune femme. Environ 20 ans, les cheveux longs, noirs, et elle porte une chemise rouge fleurie. La femme lui répète qu'il n'y a personne d'autre qu'elle ici. Il se trompe sûrement de maison. Elle en a assez entendu et elle referme la porte. Mais le garçon la retient en insistant. Pourtant, je viens tout juste de ramener ici même une jeune fille qui errait sur le bord de la route. Je veux seulement qu'elle me rende ma veste. La femme lui fait alors signe d'entrer. Il la suit, se demandant ce qui se passe et où se cache la jeune femme. La dame lui montre alors une photo et lui lance sur un ton de défi. Jeune homme, si vous cherchez à me faire une blague, elle n'est pas drôle. Ma fille est morte sur cette route, fauchée par une voiture il y a 30 ans de ça. Je connais une variante à cette légende-là de demoiselle en détresse qu'il faut sauver. C'est une jeune femme qui va cogner chez son voisin, un homme. C'est toc, toc, toc. L'homme répond oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et la jeune femme lui dit en panique, là, mon Dieu, aide-moi, mon chum me bat, je veux pas qu'il me tue, aide-moi. Donc l'homme dit, OK, ben, reste chez moi, mais je vais aller voir la police. Lorsqu'il va voir la police,
Bon, il dit le nom de la femme et tout ça. Et la police lui dit, mais monsieur, c'est parce qu'elle est morte hier soir, des blessures infligées par son conjoint, par son chum. Et là, l'homme, oh, tu sais, il réalise que justement, c'était l'esprit qui est venu cogner. Dans les légendes d'autostoppeurs fantômes, souvent, dans ce que j'ai vu au cinéma, donc il y a des... c'est une femme souvent vêtue de blanc, qui est en apparence inoffensive, donc qui est séduisante aussi, souvent. Donc on l'embarque dans la voiture, mais les dessins de cette femme-là sont souvent des... c'est un dessin de vengeance. C'est souvent parce qu'elle a été victime d'un meurtre. Bon, il y a eu un accident de voiture, elle veut souligner, rappeler cet événement-là, souvent par des moyens un peu plus sadiques. C'est des histoires que je trouve intéressantes, mais en même temps, ça fait un petit peu comme le preux chevalier qui doit aller sauver la princesse. Bon, dans les contes, bien entendu, la princesse, c'est pas une fantôme, mais tu sais, il y a toujours comme l'homme qui doit aller aider la jeune femme. Pourquoi pas le contraire? Ah, une petite variante, ce serait le fun, ça. Votre histoire de Bon Samaritain est une histoire très intéressante. Et parmi ces histoires-là de Dame Blanche, l'une des plus populaires est certainement celle de l'autoroute 175 entre Chicoutimi et Québec. Principalement l'emplacement où est l'étape, juste avant de rentrer dans le parc des Laurentides. Alors, il semblerait que même les chauffeurs d'autobus ont vécu ça, ou des gens en voiture, mais entre autres, il y a un chauffeur d'autobus qui a déjà raconté qu'il arrive d'un bout de l'étape, il voit une Dame Blanche habillée, vêtue de blanc, il s'arrête, elle fait signe, il s'arrête, il ouvre la porte, elle pénètre, elle vient s'asseoir dans l'autobus et à un moment donné, elle se lève, elle demande pour arrêter, pour descendre et ils ouvrent la porte et elle descend et elle disparaît. Puis on apprend que finalement, il y avait personne à ce moment-là et c'est souvent de bouche à oreille, les gens disent, ben je pense que c'est la Dame Blanche que vous avez rencontrée. Les gens semblent avoir l'impression qu'elle est en chair et en os, parce que si c'était un fantôme, je pense qu'il réagirait autrement. Alors, évidemment, c'est la facette de la légende qui est intrigante. Bon, et on ne sait pas évidemment exactement ce qu'il y en a. Ce qui est drôle avec les histoires de fantômes, d'apparitions, c'est que ça correspond toujours à l'esprit un petit peu du lieu, à l'esprit du temps. Les apparitions de la Vierge, par exemple, quand il y en avait au Québec, ça correspondait... la Vierge correspondait beaucoup à l'image du calendrier qu'on avait sur nos murs. Donc, une Vierge avec des yeux un peu tristes, le voile bleu, pâle. Bon, en Europe, la Vierge est un peu plus grasse, souvent un peu plus de bleu, de rouge ou un peu moins de bleu pâle. Bon, l'image des apparitions correspond presque toujours à l'image qu'on se fait dans ces régions-là, des personnes qui soudainement apparaissent. Il y a beaucoup de cas de ces histoires-là de fantômes qu'on voit sur le bord des routes. C'est assez étonnant. Est-ce que c'est des légendes? On ne sait pas trop. En tout cas, c'est très fréquent. On en entend parler beaucoup. Il y a un cas assez amusant qui s'appelle le Pousseux de Manceau. Ça s'est passé dans les années 70 et c'est un gars qui s'en allait, un hippie qui s'en allait au festival de Manceau, justement, et qui faisait du pouce sur le bord de la route et qui aurait été heurté par une voiture et qui serait mort sur le coup. Et il semblerait que son âme est restée là et que encore régulièrement, il y a des gens, c'est sur la 20, alors il y a des gens qui voient à un moment donné un gars qui fait du pouce, il l'embarque, le gars s'installe en arrière, il se roule un gros joint, puis le moment donné, il leur demande d'arrêter à nouveau sur le bord du chemin, il s'arrête, il sort, puis oups, il n'entend plus parler, il ne voit plus, il disparaît. Et il semblerait que c'est fréquent dans ce coin-là. C'est une petite légende très amusante. Oui, on voit que les apparitions arrivent souvent tard le soir, les gens sont fatigués. C'est souvent des gens qui ont conduit longtemps leur voiture, leur camion. Et donc, vous savez, j'imagine dans le cerveau, c'est un peu des circuits électriques, les neurones, c'est des ions qui se promènent. Donc, quelque part, vient un temps où la fatigue fait en sorte qu'il y a des connexions un peu étranges qui peuvent se faire. Donc, l'imagination a pris le relais sur la rationalité. Les fantômes se présentent sous différentes formes. Parfois très réalistes, comme si on avait quelqu'un en chair et en os devant nous. Mais la plupart du temps, ils apparaissent comme une silhouette lumineuse. En tout cas, c'est le cas de celui qui hante le pub Wolf dans le nord de l'Angleterre. Et c'est grâce à la technologie qu'on a pu dévoiler son existence.
Car l'apparition de ce fantôme a non seulement été vue et ressentie, elle a aussi été filmée par une caméra de surveillance. La vidéo montre clairement une boule lumineuse qui descend du plafond et qui semble s'installer à une table avant de disparaître par la fenêtre. Le propriétaire du pub prétend même que si on visionne le clip image par image, on peut voir le visage du fantôme. C'est assez rigolo, en fait, comme vidéo. Là, on peut deviner qu'il y a beaucoup de trucage dans cette vidéo-là. Puis on a même l'impression que ça a été fait un peu image par image. Aujourd'hui, en fait, les trucages sont assez accessibles à peu près n'importe qui. C'est plus facile de faire du montage et de trafiquer les images pour laisser croire qu'il s'est passé quelque chose. Là, c'est sûr que c'est une espèce de publicité virale, si on veut, là, qui va attirer peut-être les gens vers l'endroit. Après la pause, oserez-vous prononcer son nom 3 fois? Moi, j'aime beaucoup les histoires de gens qui sont possédés par les esprits. J'en avais entendu une bonne, c'était l'histoire d'une jeune vendeuse dans une boutique de vêtements qui faisait souvent des transes comme ça, elle était complètement possédée. Elle voyait le fantôme d'une jeune adolescente. Puis quand elle faisait ses transes, ben, ses yeux se révulsaient, puis quand elle revenait à elle-même, elle se souvenait plus de rien. C'était tellement intense que pendant une de ses crises, ses collègues de travail disent qu'elle s'est mise à crier avec une voix super aiguë qui n'était pas la sienne. Elle s'est mise à dire « Je m'appelle Lina », puis elle donnait d'autres détails. Elle disait qu'elle avait été tuée en 2003 par des travailleurs de la construction sur un terrain vacant, puis son corps est enterré sur un terrain vacant, en fait. Aucune enquête qui a comme prouvé qu'il y avait une certaine Lina qui avait été tuée sur un terrain vacant en 2003. Sauf que la boutique de vêtements où travaillait la jeune vendeuse possédée, là, la boutique avait été construite en 2003 sur un terrain vacant. Ah ouais? C'est vrai? C'est freak, hein? Ah, j'aime cette histoire-là. La médium Sylvia Browne, qui est une médium qui a été très connue aux États-Unis, donc elle faisait plusieurs apparitions TV, puis elle arrivait avec toutes sortes de prédictions. On a vu en cours de route que des fois elle se trompait littéralement, elle était dans le champ, si on peut dire. Donc, dans un cas particulier, c'était la disparition d'un jeune garçon qui s'appelait Sean Hornbeck. Donc, quand il a été enlevé, Sylvia Browne a rencontré en fait les parents. Et je pense que c'était télévisé. Et puis elle a affirmé, elle n'a pas réfléchi en fait à ce qu'elle avançait. Donc elle a affirmé que le jeune garçon avait été retrouvé, il serait mort dans un ravin. Elle a décrit le kidnappeur d'une certaine façon. Elle a parlé d'une voiture qui était bleue, dans laquelle le jeune garçon avait été embarqué. Donc elle a affirmé que l'enfant était mort. Donc c'est déjà terrible d'annoncer la mort d'un enfant à ses parents. Ça se faisait à la télévision. Et finalement, 4 ans plus tard, Sean Hornbeck a été retrouvé vivant et on avait prouvé en fait que le kidnappeur était un homme de race blanche, les cheveux courts, avait une voiture blanche, tout ça. Donc elle s'était littéralement trompée dans ses prédictions, ce qui a fait en sorte que déjà, elle, sa réputation était atteinte, mais ça a choqué vraiment, ça a fait un scandale même, là, je veux dire, d'affirmer des choses aussi grosses, puis de se tromper comme ça. Donc, ça a nuit à sa crédibilité. Aujourd'hui, je pense que dans les supercheries, les grandes supercheries modernes, là, Sylvia Browne est un cas vraiment intéressant. Parmi les fantômes les plus illustres, il y a une certaine Hanako-san, qui veut dire Mademoiselle Hanako en japonais. Hanako-san serait le spectre d'une fillette morte pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle jouait à la cachette avec ses amis. L'école où elles étaient avait alors été bombardée, et elle serait décédée dans la toilette des filles, là où elle se cachait. Elle y reviendrait parfois, quand on ose l'appeler. Mademoiselle Hanako apparaîtrait seulement dans les écoles secondaires, dans la salle de bain du 3e étage. Et elle sortirait du 3e cabinet de toilette après qu'on ait prononcé son nom 3 fois. C'est ce que 2 filles avaient lu sur un site Internet.
Puis elles avaient vraiment l'intention de savoir si ça marchait. Entre deux cours, elles se sont enfermées dans la salle de bain du 3e. Elles ont fixé le miroir et ont appelé la revenante. Elles n'arrivaient pas à se concentrer et pouffaient de rire à tous les coups. Mais elles ont fini par se ressaisir et elles ont prononcé le mystérieux nom 3 fois, très sérieusement. Puis là, rien, évidemment. Elles sont sorties de la salle de bain en riant, se trouvant bien ridicule d'avoir cru à cette légende-là. Mais une des filles avait oublié son sac, alors elle est revenue. Seule, évidemment. Et elle en a profité avant que la cloche sonne pour refaire son maquillage. C'est ce moment-là qu'Anako-san a choisi pour sortir de sa cachette. Les deux amies avaient seulement manqué de patience un peu plus tôt. La jeune fille a jamais été revue. Toutes sortes de rumeurs ont couru sur sa disparition. Elle avait été enlevée par un maniaque ou s'était enfuie après une tentative de suicide ratée. Mais son amie, elle, savait ce qui était réellement passé. Anako-san était finalement apparue et avait entraîné sa copine dans un autre monde. Ça me rappelle quand j'étais au primaire et qu'on se racontait justement la légende de Bloody Mary, la Vierge pleine de sang. Il fallait le dire un nombre, genre à 66 fois. Peu importe le nombre, ça varie selon les régions et tout ça. Mais tu sais, on racontait vraiment qu'elle était dégueulasse, là, puis plus de yeux, là, c'est des abîmes noirs, là, puis il y a du sang qui coulait, puis elle t'apportait dans ces abîmes. C'est comme... On en mettait, même si on était au primaire. On avait de l'imagination. Puis, ah ouais, en veux-tu en v'là? Et moi, ça me rappelle quand j'étais au primaire. Puis, il y a toujours un petit frisson. Dans le cas de la légende de Bloody Mary, il y a eu plusieurs versions aussi. Donc, des fois, on a associé Bloody Mary à la Vierge Marie, ce qui est un peu étrange parce qu'il y a comme le côté menaçant par rapport à l'iconographie de la Vierge Marie est un peu contradictoire, là. Sinon, on parle d'une sorcière ou juste d'un esprit malin féminin qui va apparaître à travers le miroir. Donc, quand on dit son nom 3 fois, il faut être dans le noir. Si on dit son nom 3 fois, elle va apparaître et soit laisser une malédiction ou carrément blesser la personne qui fait l'acte. Le fait de répéter les choses 3 fois, ou même dans la légende d'Anako-san, on parlait que ça se passait au 3e étage, dans la 3e cabine des toilettes. La symbolique du 3 a vraiment une résonance universelle. C'est comme gravir les échelons là, pour arriver à quelque chose d'ultime. La 3e fois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le dit ou on le dit pas? Donc, il y a comme cet aspect-là qui crée un suspense, veut pas, là. Il y a quelque chose que je trouve intéressant dans la version avec la jeune fille japonaise là, qui apparaît. C'est selon les versions, elle a 3 habillements. Donc, dans une des versions, c'est un petit habit de collégienne. Dans l'autre version, ça serait une tunique blanche, donc la pureté. Et dans l'autre version, une jupe rouge. Donc, symboliser un peu le sang. Tu sais, je trouve ça intéressant que de version en version, elles soient habillées différemment. En même temps, je me dis, c'est drôle, tu sais, pourquoi dans le fond? Tu sais, c'est-tu à cause vraiment a pris le temps de se changer de l'esprit? Non, mais tu sais, ou c'est juste que les gens, ils ont dit, tiens, je vais dire qu'elle était déguisée en collégienne, puis ça va passer vu qu'on est à l'école, tu sais, toilette des filles.
le cinéma asiatique, on retrouve l'iconographie d'une jeune fille souvent vêtue de blanc, avec de longs cheveux noirs dans le visage. Souvent, c'est une victime d'un meurtre crapuleux ou d'un accident tragique, terrible. Elle a été victime. Elle veut soit porter le message de ce qui lui est arrivé pour pouvoir partir en paix ou se venger pour justement rappeler ce qu'elle a subi. Et c'est pas un personnage qui est vraiment typique au film japonais. Là, on le retrouve vraiment dans cet esprit vengeur. On le voit vraiment dans le cinéma en Chine, Thaïlande, Corée aussi. Donc, c'est vraiment typique à l'Asie, là. Dans les exemples les plus populaires du cinéma, qui ont été même récupérés aux États-Unis, on a Ringu, donc The Ring, où il y a une malédiction sur une vidéocassette et le fantôme, l'esprit vengeur va sortir du téléviseur. C'est assez efficace. On a aussi le cas de Shutter, qui est un film thaïlandais. Il y a une jeune femme qui est victime d'un accident de voiture et les gens qui ont été impliqués dans l'accident vont commencer à vivre d'autres incidents. Donc les gens autour commencent à être éliminés un par un. Et finalement, plus on avance, plus on découvre qu'un des personnages, qui est un photographe, quand on prend des photos, voit la victime apparaître de plus en plus sur les photos et il sent un poids sur ses épaules et il commence à avoir des problèmes de dos, tout ça. Et on découvre finalement là, que c'est elle qui est sur ses épaules. Il y a une autre version de Hanako-san où ce serait une jeune fille qui s'est suicidée dans les toilettes. Ici, on a la convergence de ces grandes obsessions japonaises qui sont l'intimité féminine et le suicide. Vous savez, le suicide, ça a une connotation culturelle extrêmement forte chez les Japonais avec les gens qui sont harakiri, tout ça. Donc, dans une toilette, le fait qu'il y a une espèce d'entité, en tout cas, ce qu'on décrit comme étant une entité d'une jeune fille suicidée, c'est sûr que là, on a beaucoup de choses qui sont culturellement très marquées. Je pense à un autre cas très intéressant aussi. C'est le cas du Club 1234 à Montréal. Et ce qu'il y a d'étrange, c'est que ça se passe même quand, en pleine soirée où il y a beaucoup de musique et tout ça, mais les femmes vont à la salle de bain et régulièrement, certaines racontent avoir le sentiment d'avoir une main qui glisse dans leurs cheveux ou une main qui repousse leurs cheveux ou être touchée parfois où il y a des portes de salle de bain, portes de toilette qui claquent. Alors, c'est assez étrange et il semblerait, des chasseurs de fantômes se sont rendus sur place et il semblerait que le secteur des toilettes est justement très hanté, qu'il se passe beaucoup de choses parce qu'eux se sont retirés, ils ont mis des magnétophones, ils ont entendu, puis les portes, il y avait des portes qui claquaient encore, des choses comme ça. Ils entendaient des soupirs, ils ont entendu des soupirs de femmes. Alors, il semblerait que ces toilettes-là sont étonnamment hantées. Même si ça fait très cinéma d'horreur, c'est à la Candyman, qu'il faut pas le dire 5 fois devant le miroir, sinon il apparaît derrière et il nous tue. Je la trouve intéressante, puis je la trouve même épeurante, parce que c'est le genre de truc que moi, j'essaierais jamais. Non, j'y crois pas, riez pas de moi, mais en même temps, je le ferais pas. Mais c'est le pouvoir des mots. C'est juste le fait que... Oh non, le fait que tu l'aies dit tant de fois, t'aurais pas dû. Et voilà, il est trop tard maintenant. Au retour de la pause, des enfants qu'on n'a plus jamais revus, mais qu'on entend parfois. Il y a des lieux qui inspirent des légendes. Au Québec, on dirait que la région des Cantons de l'Est remporte la palme, avec toutes ces auberges et ces granges abandonnées, possiblement hantées. D'ailleurs, c'est une fille de la région, Véronique Gilbert-Dion de Sherbrooke, qui a soumis la prochaine légende sur le site de Canal D. À la base, il s'agit d'un fait divers qui se serait produit en 1973. Mais à force d'être raconté, les faits ont évolué jusqu'à la version actuelle. Mais pour les gens de la région, il ne s'agit pas de... Et parfois même par le chant des enfants. Trois petites voix un peu malhabiles qui chantonnent une comptine.
Un air enfantin qui finit par être inquiétant parce que vous aurez beau les chercher, ces petits chanteurs, vous les verrez jamais. Même les recherches les plus poussées n'ont pas permis de savoir ce qui était arrivé à ces 3 enfants, disparus un soir de l'été 1973. Les enfants, 2 garçons et une fille, respectivement âgés de 13, 12 et 9 ans, étaient frères et sœurs. Ils avaient décidé d'aller au Mont-Pilac, tout près de chez eux, sans avertir leurs parents. La famille Dupéry vivait à Baldwinsville, en Estrie. En fin de journée, la mère, surprise de ne pas voir ses enfants rentrer pour souper, les a cherchés un peu partout dans la cour, là où ils jouaient habituellement. Elle a commencé à s'inquiéter parce que ses enfants s'éloignaient jamais sans lui dire. Mais comme elle les trouvait nulle part près de la maison, ben, elle a pris le chemin de la montagne. Elle a cru les avoir trouvés en arrivant devant un site de camping improvisé. Mais la tente était vide. Où est-ce qu'ils étaient passés? Il avait dû leur arriver quelque chose. La mère paniquée a appelé la police. Une battue a été organisée. Des sacs de nourriture, un soulier et quelques jouets ont été retrouvés. Mais les enfants, jamais. Ni vivants, ni morts. Personne ne sait ce qui est arrivé aux 3. Entendre des enfants chanter. Selon la légende, ce seraient des âmes des enfants perdus qui chanteraient pour essayer de guider les promeneurs vers leur dépouille. Personne, jusqu'à maintenant, a eu le courage de suivre le chant des enfants du Mont-Pilac. Il y a un vrai cas qui a inspiré cette légende-là. Ben, comme un peu toutes les légendes, c'est tiré de quelque chose. Là. Dans ce cas-ci, c'est en 1981, à San Diego. Donc, un petit gars qui serait mort dans un camp. Il était parti avec ses frères et les frères sont rentrés et lui, ben, il est mort hein, de froid et tout. Ça rappelle à quel point ce genre d'histoire-là sur des enfants fantômes, ben fantômes ou non, mais tu sais, disparus, on veut pas que ça l'arrive. Donc, des mises en garde qui peuvent se raconter autour du feu pour effrayer et éduquer en même temps les enfants. Les contes en sont pleins, tu sais, les contes classiques, Hansel et Gretel, le petit chaperon rouge, ne quittez pas le sentier, là, le méchant loup, puis OK, on ne quittera pas le sentier, là. C'est sûr que d'avoir le sentiment qu'il peut-être il peut y avoir un enfant qui est entre les lieux ou qu'un enfant qui est décédé dans un certain endroit, je pense qu'il y a déjà une fragilité psychologique de la part de ceux qui reçoivent ou qui vivent cette situation-là. On a des cas, parfois dans les maisons hantées, où on entend les gens entendre des sons d'enfants ou des voix d'enfants. C'est rarement malsain, c'est plus troublant. On a un cas, entre autres, à Saint-Jean-de-Vianney, des cas à Saint-Jean-de-Vianney qui étaient assez troublants. Saint-Jean-de-Vianney, c'est la ville qui a vécu le glissement de terrain épouvantable. Il y a des familles, de nombreuses familles qui sont mortes sur le coup. Les gens entendaient en direct les gens mourir, ils hurlaient, puis tout à coup l'hurlement s'arrêtait. Aujourd'hui encore, parce que c'est demeure un terrain vacant, bien sûr, pour les dangers de glissement de terrain encore, mais il semblerait qu'il y a des gens qui vont là parfois et qu'ils entendent encore des sons, des cris d'enfants ou des pleurs d'enfants ou des pleurs de mère. Et je me dis, bon, il y a peut-être encore cette fragilité-là psychologique parce que des enfants qui sont morts là ou des enfants... Je ne sais pas, il y a quelque chose, un rapport avec les enfants qui est peut-être différent, où on a une propension à être plus ouvert ou à espérer entendre quelque chose si les enfants sont morts dans ces lieux-là. Il y a un cas d'un petit garçon au Vieux-Palais de justice de l'Assomption, qui est une belle histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui serait décédé là. Il souffrait d'une maladie contagieuse. Ses parents l'ont isolé dans le sous-sol, évidemment, à cause de la contagion, et il serait mort là. Et il y a beaucoup de gens qui sont des chasseurs de fantômes, des visiteurs, des gens qui travaillent là, qui descendent dans le sous-sol et qui sont en contact avec lui. Et parfois, ils peuvent être un groupe là, de 10, 12, et les gens sentent qu'ils sont bousculés, ou c'est jamais
méchant. Évidemment, c'est un petit garçon de 7-8 ans à peu près, mais ils sentent une main qui leur touche. Il y a une personne, il y a un chasseur de fantômes qui a senti vraiment une petite main lui prendre la main. Donc, il semblerait que ce petit garçon-là aime avoir de la visite dans le sous-sol. Il aime ça quand il y a beaucoup de monde. Je pense qu'il s'amuse beaucoup avec eux aussi en même temps. L'histoire du Mont Pinacle, c'est sûr que quand on pense aux enfants disparus, quand on pense aux personnes qui sont décédées dans un coin de pays, puis on a des chants d'oiseaux, on a les sons d'une cascade avec ça, ça peut nous rappeler le bruit des enfants qui marchent dans la forêt. Donc, c'est sûr que c'est là où l'imagination vient rejoindre la réalité. Un aspect régional, donc on s'approprie cette histoire-là, ça fait partie de l'histoire du village, donc ça contribue à l'histoire. Ça peut même attirer les gens qui veulent espérer peut-être retrouver, mettons, la trace des enfants perdus ou des cadavres de ces enfants-là. Ce que j'aime beaucoup dans cette légende-là, c'est le fait que les enfants chantent. Il me semble que ça fait changement. Pour une fois, les fantômes font autre chose que « ouh ». En 2008, un cas de hantise très particulier est survenu en Roumanie, dans le village de Lilieci. Selon les témoins, des vitres étaient brisées, des bicyclettes volaient dans les airs et les meubles étaient déplacés dans plusieurs maisons en même temps. Au départ, les policiers se sont bien moqués des témoins qui accusaient les mauvais esprits d'avoir détruit le village. Mais après l'enquête, ils ont bien dû se rendre à l'évidence. Aucun villageois ne pouvait être accusé d'avoir provoqué à la même heure et sans être vu ce grabuge généralisé. Alors un prêtre fut appelé afin d'exorciser le village. Le phénomène a cessé et ne s'est plus jamais reproduit. Après la pause, quand la mort nous avertit par courriel. Il y a les fantômes qu'on voit et ceux qu'on entend. Mais il y a aussi ceux qu'on sent. C'est arrivé dans une grande université indienne. Les étudiants ont déclaré qu'un fantôme venait les déranger pendant leur cours. Il frappait aux portes ou il les bousculait dans les escaliers. Fait étrange, le fantôme semblait laisser sur son passage une odeur. Une odeur étrange, un mélange de cigarettes et de lotion après rasage. C'est grâce à cette odeur particulière que quelques étudiants ont pu identifier le fantôme. Il s'agissait d'un étudiant de première année, mort le mois précédent d'une rare maladie cardiaque. Cette manchette a même été publiée dans les journaux indiens. Mais c'est pas la première fois, ni la dernière, qu'une légende réussit à se glisser dans les journaux. Cette odeur de cigarette qu'il sentait, et pourtant il y avait personne qui fumait, me rappelle une histoire presque amusante, si je peux dire. Ça se passe au château Witch Bay, dans le canton de l'Est. C'est un lieu maintenant, un lieu patrimonial qu'on peut visiter. Et Witch Bay appartenait à un monsieur, Timothy Ryder, qui est un monsieur qui adorait le cigare. Alors, les propriétaires, quand ils ont acheté la maison, ils ont tout retapé, ils ont tout repeinturé. Il n'y avait aucune odeur dans la maison, sauf la bonne peinture fraîche, si je peux dire. Mais régulièrement, quand on se promène et qu'on rentre dans le fumoir, qui pourtant a tout été repeinturé, régulièrement, il y a une odeur de cigare. Et c'est la même odeur de cigare que M. Timothy Ryder fumait régulièrement. Donc, il semblerait que parfois, il rappelle qu'il est là en disant « Regardez, je suis venu fumer un bon cigare en votre compagnie. » Notre prochaine légende a toutes les caractéristiques d'une blague bien montée. Et elle serait inspirée d'un fait vécu. Casey Woods, de Stafford, en Virginie, a fait tout un saut quand elle a reçu un mail de sa mère, pourtant décédée. Le compte courriel de sa mère avait été piraté. Elle avait donc affaire à un farceur. Ça ressemble à ce qui arrive dans notre prochaine légende. Mais ici, on est bien loin de la farce. Ça se serait passé en 1997. Un couple avait prévu passer une semaine de vacances aux États-Unis. Mais à la dernière minute, la fille a été retenue par son travail. Le gars allait quand même partir à la date prévue et sa femme allait le rejoindre quelques jours plus tard.
Le gars arrive donc seul à l'hôtel. C'est pas le grand luxe, mais ça sera parfait pour leurs petites vacances. Mais il se demande bien comment il tuera le temps en attendant sa conjointe. C'est là qu'il remarque l'ordinateur sur la commode. Sachant que sa femme a accès à Internet au bureau, il décide de lui envoyer un message pour lui décrire les lieux. Il suit à la lettre les instructions affichées près de l'ordinateur. Disons qu'à l'époque, les gens commençaient à peine à échanger des courriels. Il envoie le message suivant à sa douce. « Bonjour ma chérie, je suis bien arrivé. Tu seras certainement étonné de recevoir de mes nouvelles si tôt et de cette manière. C'est qu'il y a une connexion Internet ici. On peut envoyer des messages à qui on veut gratuitement. J'ai vérifié que tout était prêt pour ton arrivée. J'ai hâte de te revoir. J'espère que ton voyage se passera aussi bien que le mien. PS, il n'est pas nécessaire que tu apportes beaucoup de vêtements. Il fait une chaleur d'enfer ici. » À plusieurs kilomètres de là, le message est bien reçu. Mais pas par sa femme. Une toute petite faute de frappe a expédié le message à une pauvre veuve, qui a cru que son mari, décédé quelques jours auparavant, tentait de communiquer avec elle de l'au-delà. La surprise a été tellement forte qu'elle a fait une crise cardiaque et est morte sur le coup. Pendant ce temps-là, le gars se prélassait dans sa chambre d'hôtel, sans savoir qu'il avait causé la mort d'une innocente femme. Mais une surprise attendait également sa blonde. Après la pause. Avant la pause, durant l'été 1997, un couple s'apprête à prendre des vacances. La fille est retenue par le travail, alors elle rejoindra son mari plus tard. Rendu sur place, ce dernier se rend compte qu'il a accès à un ordinateur et à Internet. Il en profite donc pour écrire un courriel à sa femme. Mais c'est plutôt une inconnue qui lit le message et meurt sur le coup. C'est que le pauvre gars a fait une erreur d'adresse et son message s'est rendu à une veuve qui a cru que son défunt mari communiquait avec elle de l'au-delà. Trop secouée, elle a fait une crise cardiaque. Et la blonde du gars, elle, n'a évidemment jamais reçu le courriel. Arrivée à la chambre d'hôtel, elle frappe à la porte, mais personne ne répond. Elle se demande bien où son mari peut être, puisqu'il savait qu'elle arrivait aujourd'hui. Elle le voit finalement bien assis dans la chambre, dans un fauteuil. Elle ouvre la porte avec le double des clés remis par le réceptionniste. Elle entre avec ses bagages et salue son mari, qui lui reste immobile. Elle s'avance et le découvre raide mort dans le fauteuil. Paniquée, elle ne remarquera que bien plus tard le courriel que son mari avait reçu d'une certaine Marguerite. Cher inconnu, comme c'est un courriel que tu m'as envoyé qui m'a entraîné dans la mort, et comme ton message m'a faussement fait croire que je retrouverais mon mari dans l'au-delà, c'est la moindre des choses que je te retourne l'ascenseur. L'autopsie ne révéla jamais la cause de la mort du gars. Apparemment, son cœur s'était simplement arrêté de battre, sans raison évidente. Ce qui m'a marqué dans cette histoire-là, c'est que les courriels, c'est comme s'ils venaient de l'enfer. C'est drôle, hein? Dans toutes les légendes ou dans toutes les histoires comme ça qu'on peut lire, ça vient jamais du paradis. C'est tout le temps comme si il y avait une voie express, là, que ce soit un courriel, une lettre, un appel satanique, tu sais. Mais c'est tout le temps de l'enfer, parce qu'on sait bien, les voies du Seigneur sont impénétrables, ça viendrait jamais d'en haut, tu sais. Le fait que c'est une vieille femme, souvent ça peut faire peut-être qu'elle était religieuse, donc elle croyait à ça, là, le paradis versus l'enfer, et que c'est pour ça qu'elle est décédée d'une crise cardiaque. Mon mari m'appelle de l'enfer, m'envoie un courriel de l'enfer et il me dit de venir le rejoindre. Mais tu sais, moi je recevrais ça, je ferais juste, oh bon, quelqu'un qui s'est trompé de... Tu sais, ça n'a pas la même portée, tu sais, selon les croyances. Je pense que c'est le genre d'histoire aussi qui s'adapte à la technologie. Donc, c'est le genre d'histoire qui a pu se produire avec le simple courrier par lettre. C'est des possibilités, là. Avec les époques, là, on a adapté les légendes,
On suit un peu, on adapte avec la technologie. Dans les années 80, les apparitions se faisaient par le téléviseur, si on pense à Poltergeist, au film Shocker, où il y a une espèce de tueur en série qui subit la peine de mort et avec la décharge électrique, son esprit, via le courant électrique, tous les appareils électriques, revient pour se venger, pour continuer en fait à perpétrer ses crimes. Donc il va passer par le téléviseur, le radio, tous les appareils électroniques. On peut même penser à Maximum Overdrive, d'une nouvelle de Stephen King, où tous les appareils se manifestent, les camions, objets qui s'attaquent, qui s'en prennent aux humains. Et plus tard, dans les années 90, là, on ciblait un peu plus le jeu vidéo. Là. Il y avait une augmentation de la popularité des consoles de jeux, tout ça. Donc il y avait un jeune qui jouait à un jeu vidéo, il y avait un personnage machiavélique qui finissait par apparaître dans le monde réel pour continuer ce qu'il faisait dans le jeu vidéo. Et maintenant, ben, depuis les années 2000, là, donc on adapte le revenant ou l'esprit malin qui va apparaître dans les courriels, dans l'ordinateur, sur Internet, qui va s'attaquer aux jeunes internautes. C'est plus la technologie qui nous hante que les fantômes, en fait. De nos jours, c'est très associé. On va penser en termes de communication technologique, alors que jadis, c'était des images qui nous frappaient, c'était une présence dans un champ, c'était, je sais pas moi, l'apparition de la Vierge. De nos jours, ça va être le courriel, ça va être un texto. Cette légende urbaine me rappelle aussi que quand on ne connaît pas bien un phénomène, on peut imaginer toutes sortes de choses. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu un blackout complet aux États-Unis à cause d'une panne d'électricité majeure. Et les gens à New York appelaient le 911 parce qu'ils voyaient des petits points dans le ciel. Ils avaient l'impression que les extraterrestres attaquaient. Mais c'était des étoiles. Ces gens-là n'étaient jamais sortis de New York, ils n'avaient jamais quitté un endroit où la pollution lumineuse était suffisante pour bloquer l'accès visible aux étoiles. Donc, ils ont vu apparaître la voûte céleste et ils ont eu peur. Donc, voilà un exemple du fait que quand on sait que c'est tout simplement les étoiles dans le ciel, on s'inquiète pas, là. La vieille dame, si elle avait vérifié tout simplement l'adresse d'expédition, elle aurait peut-être évité d'avoir une crise cardiaque. Elle serait peut-être parmi nous de nos jours. Dans cette histoire-là, il est clair que cette dame-là pense que ce message-là vient de l'au-delà et que son mari, finalement, lui fait savoir qu'elle va mourir probablement le lendemain parce qu'il va venir la rejoindre. Alors, il y a un côté un peu inquiétant pour cette dame-là, mais il y a un cas, moi, que je connais aussi, qui est très, très positif, qui est très beau, parce que c'est l'histoire d'une dame qui a perdu son père quand elle avait 1 an, et puis il semble que son père, depuis tout ce temps-là, lui envoie des signes très, très particuliers. Entre autres, son père adorait la chanson Guantanamera. Et très régulièrement, Connie va, à un moment donné, demander soit une réponse à quelque chose ou un signe de la part de son père pour dire est-ce que je fais le bon choix ou pas. Et régulièrement, la chanson va jouer. Un des cas les plus particuliers, un des moments les plus particuliers, c'est que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de ses nouvelles et elle marchait sur le trottoir. Et elle a dit là, papa, je serais due pour que tu me fasses signe, que tu es toujours là, que tu es toujours avec moi, puis tout ça. Et il y avait 2 jeunes hommes qui s'en venaient devant elle. Il y en a un, en arrivant face à elle, qui a traversé la rue carrément, qui est allé de l'autre côté de la rue, et de l'autre côté de la rue s'est mis à chanter avec un grand sourire Guantanamera. Alors qu'il n'y avait aucune raison pour le faire. Alors elle avait beaucoup de messages comme ça. Donc parfois, il y a certaines personnes qui ont des proches décédés qui semblent leur revenir, soit pour prendre soin d'eux ou leur faire signe je suis là, je prends soin de toi, ne t'en fais pas. Je pense que c'est un cas très intéressant comme celui-là. J'avoue être un sceptique là, très dur à convaincre. Donc, j'ai tendance à pas croire à peu près aucune légende. Règle générale, en tout cas, de moi, ce que j'ai vu, il y a toujours des explications scientifiques qui démontrent là, que ça peut être expliqué d'une façon ou d'une autre. Mais en même temps, il y a toujours le côté « mais si jamais » qui quand même... On peut pas passer à côté de la possibilité de phénomène. On aimerait ça, en tout cas, être convaincu. En tout cas, moi, des fois, j'aimerais ça être convaincu de ça, mais en même temps, jusqu'à preuve du contraire, je demeure sceptique. À Dunmore, en Pennsylvanie, les proches d'un jeune homme décédé ont eu toute une surprise quand ils ont commencé à recevoir des courriels de sa part. Jack Froese est mort d'une arythmie cardiaque en juin 2011 alors qu'il n'avait que 32 ans. 5 mois après son décès, son meilleur ami a commencé à recevoir des messages comme « Je vous regarde ».
ou « Je suis là ». Les messages étaient très personnalisés et contenaient de l'information introuvable pour un inconnu. Légende ou réalité? On dit que cette histoire n'a jamais été résolue, comme bien d'autres d'ailleurs.